Bonjour à tous, bienvenue chez les anciens. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité spécial pour moi particulièrement. C'est Alain Boma, un ancien coach de plusieurs clubs. On va en parler plus tard. Comment tu vas, Alain? Bonjour tout le monde, oui ça va très bien, merci. Heureux de vous accueillir ici. Merci, c'est gentil. D'ailleurs, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Et on est vraiment honoré de t'accueillir sur le podcast des anciens. Je suis tout honoré d'être là parmi vous. Merci. On va revenir sur ta vie. Comme le savent là, généralement nos auditeurs, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est revenir sur la vie de l'homme, donc savoir ce qu'il est, parce que généralement, souvent, on sait ce que tu as fait. Mhm. Donc ma première question sera simple, c'est quand est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Oh là, c'était il y a 56 ans, donc on va refaire les 56 années. Exactement. D'accord. Bon, on est prêt alors. Ok, donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai 56 ans aujourd'hui. Je suis né à Douala, au Cameroun. Je suis issu d'une fratrie de 4. Je suis le deuxième de cette fratrie. Mes parents ont émigré en France en 73. Moi, j'avais 5 ans lorsqu'on est arrivé en France. Et en région parisienne, précisément, on a fait Montfermeil, ensuite Bondy. Montfermeil, Clichy, ensuite Bondy. On est arrivé très vite à Bondy. C'est pour ça que je me considère comme un enfant de Bondy, parce que j'ai grandi, j'ai fait toute mon enfance à Bondy. Donc on a grandi dans ce que j'appellerais aujourd'hui un cocon. On a eu la chance d'avoir évidemment la famille qui nous entourait, mais aussi les voisins, les amis, où il y avait une ambiance exceptionnelle. J'ai tendance à dire que j'ai été élevé par, certes, mes parents, mon grand frère, mais aussi par les voisins, parce qu'il y avait une telle solidarité. Je vais vous donner quelques exemples. Mes parents sont retournés vivre au Cameroun. J'avais 13 ans, mon petit frère 11, Patrick, celui qui a fait un peu de foot, et puis mon grand frère Henri avait 18 ans. Donc mes parents ont pris la décision de rentrer au Cameroun et ils nous ont laissé vivre en France parce que pour eux c'était leur objectif que leurs enfants apprennent à vivre en France dans un pays un peu plus développé que n'est le Cameroun, mais en gardant les valeurs que l'on peut avoir dans la vie africaine. Donc on a été, je ne vais pas dire presque livré à nous-mêmes, mais on a grandi à 3, avec un âge assez jeune. Et on a pu le faire parce qu'on avait des voisins autour de nous qui nous ont accompagnés. Il n'y avait pas seulement mes parents qui étaient à l'étranger, il y avait aussi les voisins qui nous apportaient tout ce qu'il fallait comme soutien, comme accompagnement, qu'il soit moral, qu'il soit psychique, qu'il soit même nourriture, j'ai envie de dire, parce que des fois, ils nous apportaient à manger dans les moments difficiles. Et j'ai vraiment eu cette chance-là de dire, j'ai grandi dans un vrai cocon. Donc ça a forgé chez nous un caractère assez fort, où il fallait apprendre à vivre dans la difficulté. Il fallait apprendre à s'entraider. C'est pour ça qu'on a une relation forte avec mes frères, qui fait qu'aujourd'hui encore, même si on ne s'est pas au téléphone pendant des jours, la connexion est toujours permanente. Mais voilà, on a grandi dans cet état d'esprit-là, jusqu'à à peu près, moi, quand j'avais 18-20 ans. Ensuite, mon grand frère est parti vivre sa vie parce que il fallait qu'il construise la sienne. Et on est parti, on a quitté quitté Bondy, on est parti vivre chez de la famille dans Paris, près de la porte de Pantin, où ça a été une autre tranche de vie. Parce qu'il y a eu une séparation naturelle qui s'est faite, puisque mon frère est parti au Paris Saint-Germain. Donc je me suis retrouvé avec des amis, enfin avec la famille, mais je n'avais plus mes frères, j'avais plus mon socle autour de moi. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Mes parents ont mis une importance assez forte sur les études, donc il a fallu faire des études, plus pour eux que pour nous d'ailleurs. Donc j'ai fait des études, j'ai passé mon bac, j'ai fait BTS, mes études commerciales, mais ça me plaisait pas du tout en fait. Mais il fallait quand même le faire. Parallèlement à ça, j'étais animateur et je jouais au foot. Donc le premier club était Stade de l'Est. Alors Stade de l'Est, c'est Pavillon-sous-Bois et j'habitais Bondy. C'était un petit peu le contradictoire, mais
Je ne sais pas comment on est arrivé au Stade de l'Est d'ailleurs, mes frères et moi, mais on a grandi en étant joueurs du Stade de l'Est alors qu'on habitait Bondy. Le stade de Bondy était bien plus proche, mais on traversait, on avait 45 minutes à pied pour aller à Ouais. Pavillon-sous-Bois. On se le faisait, mais c'était que du bonheur. Franchement, c'était que du bonheur parce que on allait à pied, des fois on fraudait un peu, on prenait le bus quand on pouvait, quand on était en retard, mais sinon on y allait toujours à pied, on s'amusait bien sur la route, on faisait des petites conneries, on sonnait sur les portes et on courait un petit peu. Ouais, c'est des moments qui aujourd'hui, enfin aujourd'hui si mon fils fait ça, je lui cours après, mais je l'ai fait avant lui, donc je vais être assez indulgent, mais c'était vraiment des bons moments qu'on passait sur ces trajets-là. Après, le Stade de l'Est a été un grand pan de ma vie, sportive et humainement. Sportif parce que c'était une école de football qui était hyper intéressante à l'époque, où la culture du jeu était très prégnante. On s'éclatait, on s'amusait bien. Et humainement parce j'y ai connu des gens extraordinaires, mais vraiment des gens extraordinaires qui m'ont aidé dans mon accomplissement d'homme, vraiment, vraiment. Et alors je vais pas tous les citer ici, mais je pourrais jamais assez remercier les personnes qui m'ont permis de grandir en tant qu'homme lorsque j'étais au Stade de l'Est, parce qu'il y a vraiment des familles qui nous ont accompagnés. Alors ils connaissaient notre situation, alors pour eux c'était exceptionnel de se dire que ce sont des ados et un adulte qui grandissent tout seuls, qui vivent tout seuls dans un appartement, sans les parents qui sont à côté. Nous, enfin, pour moi, il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais eux, ils voyaient ça de manière exceptionnelle. C'est pour ça qu'ils nous accompagnaient, ils nous aidaient. Non, vraiment, je ne pourrais jamais assez remercier toutes ces personnes-là. Donc, beaucoup le Stade de l'Est. Et puis après, à l'âge de 24-25 ans, j'ai basculé à Villemomble. Ça a été un grand déchirement, hein, parce que j'ai quitté des gens avec lesquels j'étais depuis une vingtaine d'années. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de voir de mon propre fait, de mon propre chef, je suis capable de faire un petit peu mieux que le Stade de l'Est jouer en régional. Donc je suis allé à Villemomble. Mais aussi, enfin, ce qui m'a aidé à le faire, c'est que mon frère soit parti au Paris Saint-Germain et je me suis dit, bon, je suis capable de faire autre chose que le Stade de l'Est. Donc je suis parti à Villemomble. Et pareil, j'ai aussi vécu de belles choses. Alors c'était un autre cadre. Là, c'était un peu plus rigoureux. Le niveau était évidemment au-dessus parce que c'était l'ADH de l'époque et en plus une DH d'un club qui aspirait à jouer beaucoup plus haut. Et j'ai eu la chance aussi là-bas. Enfin, tout mon parcours de vie, en fait, ça a été des rencontres heureuses. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans mon parcours, que ce soit sportif ou professionnel. Euh, j'ai toujours été sous la coupe d'une personne qui m'a aidé à grandir. Voilà. Donc je suis arrivé à Villemomble, belle aventure également en tant que joueur. Euh, Même si chaque année on échouait aux portes de la montée, il n'en reste pas moins que ça reste toujours de belles aventures humaines. Et j'ai 28 ans, ouais, j'ai 28 ans à l'époque, j'ai le président du club, enfin, j'annonce au président que je risque de partir parce qu'il y a un club, c'était Versailles à l'époque, qui souhaitait m'enrôler en troisième division. Et il m'a dit, enfin j'ai été assez surpris, il me dit, ce serait normal que tu partes, mais moi, je ne veux pas que tu partes. Donc M. Pezzali me dit ça, le président de l'époque, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui il nous a quittés. Il me propose donc le poste d'entraîneur-joueur. J'avais jamais entraîné. Allez, on va dire, les autres le disent, hein, j'étais un leader sur un terrain, mais entre être un leader sur un terrain et être entraîneur, c'est deux choses complètement différentes. Et à l'époque, je n'avais pas un emploi fixe, j'étais souvent animateur, je faisais du foot, animateur. J'ai été commercial pendant quelques temps, mais ça ne me plaisait pas du tout. Et il me dit, voilà, je t'embauche au club en tant qu'entraîneur, tu as un regard un petit peu sur ce qui se passe dans le club, et tu continues à jouer. Et j'y ai vu aussi, quelque part, une certaine confiance pour me dire, voilà, je vais te mettre un pied à l'étrier dans la vie professionnelle. Et c'est comme ça que ça a commencé mon rôle d'entraîneur. Donc, parallèlement à ça, j'ai commencé à passer des diplômes. Mais très vite, j'ai arrêté. Je crois que j'ai fait 2 ans en tant qu'entraîneur-joueur, et puis j'ai arrêté. Parce que c'était pas facile d'être juge et parti. Je me souviens d'une anecdote. Je me trouvais tellement mauvais sur un terrain qu'au bout d'un quart d'heure, je me suis sorti. Et en fait, c'est aussi pour marquer le coup vis-à-vis des joueurs, pour leur dire que même vis-à-vis de moi, je vais être rigoureux.
exigeant. Donc voilà, l'idée c'était de passer complètement de l'autre côté. Donc très tôt j'ai arrêté, j'avais 30 ans lorsque j'ai arrêté de jouer. Et en tant qu'entraîneur, ça m'a jamais manqué de ne plus jouer. La preuve, c'est qu'entre 30 ans et 35 ans, j'ai plus jamais rejoué. Il a fallu que je sois en vétéran pour rejouer à 35 ans. Ouais. Donc j'ai arrêté très tôt. Donc voilà comment j'ai embrassé la carrière d'entraîneur, donc à Villemomble. Et là, ça a été, en tant qu'entraîneur, 12 magnifiques années. Des aventures humaines exceptionnelles. Aujourd'hui encore, je suis en relation avec le joueur que j'avais à l'époque. Pourtant, c'est paradoxal parce que j'étais quand même un entraîneur assez dur avec les joueurs. D'accord. Très exigeant. En fait, je demandais l'exigence que je n'ai pas eue moi en tant que joueur. Okay. Parce qu'en tant que joueur, on vous racontera cette anecdote-là, lorsqu'il fallait courir, faire du travail physique, j'étais celui qui se cachait derrière le buisson en faisant sauter un tour et revenait après pour rejoindre les autres. J'aimais pas ça, le travail physique. C'est sans doute pour ça que je n'ai pas été plus haut dans ma carrière de joueur, même si apparemment, a priori, j'avais des prédispositions pour faire un petit peu mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin, jusqu'ici. Mais cette exigence-là, je l'ai eue en tant qu'entraîneur. Et la chance que j'avais aussi, c'est que j'avais un frère qui était devenu pro, et partout où il allait, j'allais faire des stages là-bas. J'avais la chance de faire 1 semaine, 2 semaines de stage avec différents entraîneurs. Et il y en a un qui m'a énormément marqué, c'est celui que j'ai passé lorsque mon frère jouait à Cagliari, avec l'entraîneur uruguayen Oscar Washington Tabares. J'ai fait un stage pendant 2 semaines, c'était dans les Dolomites, dans la montagne. Et là, ça a été pour moi une révélation dans le travail. Et j'ai essayé de rapporter ça au club de Villemomble. Et cette rigueur-là, cette exigence de travail, ce côté tactique, ce sont des choses que j'ai développées à Villemomble. Et on a réussi à faire des choses exceptionnelles par la suite. Alors, mais j'ai envie de dire aujourd'hui que mes joueurs aujourd'hui, à l'époque, en ont souffert, mais aujourd'hui, ils me disent merci. D'accord. Ils me disent merci. Beaucoup d'entre eux, et ça c'est ma plus grande fierté, c'est mon plus beau trophée, beaucoup d'entre eux sont devenus entraîneurs. Et ils sont devenus entraîneurs grâce ou à cause de moi. C'est faux. Voilà. C'est beau. C'est la plus belle récompense. La dernière, elle date de la semaine dernière. J'ai un de mes anciens joueurs qui entraîne aujourd'hui en première division en Côte d'Ivoire. Et il me dit merci, voilà, c'est grâce à toi que je suis devenu entraîneur. Alors que moi, j'ai l'impression de lui pourrir la vie quand j'étais entraîneur. Et c'est marrant ce paradoxe-là. Mais non, mais aujourd'hui, voilà, c'est ma plus grande fierté de dire qu'ils sont devenus entraîneurs parce que j'ai participé à cette évolution-là, ou alors je suis en relation avec eux parce qu'on a eu ces relations-là. Mais j'étais chiant comme entraîneur. Franchement, j'étais chiant. Je leur demandais beaucoup. L'entraînement était à telle heure. Tu avais 1 minute de retard à l'entraînement. J'étais capable de leur dire pendant tout l'entraînement, ils vont courir. Effectivement. Je l'ai fait. Je me revois aujourd'hui, mais je dis, c'est pas possible. Je me vois interpeller un joueur en plein match. Je l'appelle sur le banc de touche, je lui gueule comme un poisson pourri, alors que c'est un père de famille. Mais il repart sur le terrain en me démontrant que c'est comme ça que tu me traites, je vais te montrer comment je suis. Et c'est ça que j'aimais ça. J'aimais cet état d'esprit-là, être capable de dire, mais attends, il se prend pour qui celui-là? Et j'avais vraiment ça dans ces équipes-là. Donc on a eu une aventure exceptionnelle. Alors pas seulement sportive, alors c'est sûr qu'on est passé la DH nationale, qu'on a fait parcours de Coupe de France, on a fait 30e de Coupe de France, etc. On est parti en Guyane pour jouer des matchs. Vraiment, on a eu des résultats, mais surtout humainement, c'est la relation que les joueurs ont joué entre eux, que l'on a aussi les uns vis-à-vis des autres. Lorsqu'il y a un événement heureux ou malheureux, malheureusement, on se retrouve avec grand plaisir. Donc vraiment, ça a été vraiment une douzaine d'années, c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc après Villemomble, je rencontre un ancien de mes éducateurs que j'ai rencontré, qui est passé entre-temps agent sportif, qui me dit un jour, Alain, t'es bon entraîneur, mais si tu restes à Villemomble, tu passeras pas le cap. La même année, ou l'année d'avant, je crois, l'année d'avant de mémoire,
Euh, alors que j'avais jamais imaginé la chose. Euh, on me sollicite pour partir entraîner ailleurs. Mais quand je dis ailleurs, c'est dans un club pro. D'accord. Et là, ça me fait drôle. Parce qu'en fait, j'avais jamais été sollicité pour entraîner dans un club pro. Et je suis dans une shortlist, dans un club de deuxième division. Je fais l'entretien avec le président et ça se passe super bien. Ça se passe super bien. À la fin de la discussion, il me dit Alain, ce serait intéressant qu'on travaille ensemble. Et là, mes yeux ils brillent parce que j'avais jamais eu cette opportunité-là. Donc, je repars assez confiant de l'entretien. Il me rappelle 3 jours après. Alors, évidemment que je n'en voudrais jamais, et bien au contraire, je lui dis merci. Mais en fait, on arrive, il m'appelle et il me dit, voilà, moi, vous l'avez compris, Alain, je voulais travailler avec vous, mais le board, lorsque j'ai parlé de candidature, ça ne matchait pas. Pour faire clair, pour faire court, il m'a dit, ils n'étaient pas prêts à voir un black à la tête de cette équipe-là. Voilà, c'était, il me l'a dit, c'est pour ça que je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'il m'a dit les choses. Et là, j'ai eu un petit coup quand même. Ça m'a fait un petit coup parce que je n'avais jamais vu ce côté-là. Le fait de travailler en région parisienne, des blacks, des beurs, il y en a partout. Ça ne gêne pas. Mais là, c'était en province et là, c'est la première fois que j'ai été confronté à cela. J'ai jamais eu de problème de racisme, etc. Mais parce qu'en région parisienne, c'est impossible d'en avoir vu la population qui encadre le football. Donc ça a été ma première déception. Et l'année suivante, dans l'année, je suis sollicité par 2 ou 3 clubs de la région parisienne beaucoup plus huppés, dont le Red Star. Le Red Star était plus huppé, mais ils étaient au même niveau que Villemont, voire en dessous. Mais avec un potentiel que l'on connaît. Donc la personne en question me dit revois un peu ta position, parce que je lui dis, mais je ne vais pas quitter Villemomble, on est en national, pour parler au Red Star qui est en CFA. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt sportif. Je n'avais pas vu en fait ce qu'il y avait derrière, à savoir le potentiel accroissement que pouvait avoir Red Star. Donc je rencontre, entre guillemets, presque par politesse, le président du Red Star, et il me dit, il me donne un discours où plein d'ambition, avec la volonté de faire beaucoup de choses, et là je l'ai senti tout de suite. Et je prends la décision de partir. Et ça a été mon deuxième grand déchirement, de quitter Villemomble, parce que dire à l'époque, au président de l'époque, que je vais partir, je me rappelle, je vais pas dire que j'ai été lâche, mais voilà comment ça s'est déroulé. Je l'ai rencontré, mon président, je lui ai dit, voilà, je pars. Alors, il avait entendu des bruits comme quoi j'étais potentiellement sur le départ, mais le lui dire était autre chose, c'était vraiment autre chose. Donc, je le lui ai dit, et le lendemain, je suis parti au Cameroun, en vacances. Comme ça, je n'avais pas d'appel, je n'allais pas revenir sur ma décision. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'était un petit peu lâche ce que j'ai fait, mais voilà, je le lui ai dit et voilà, je suis resté là-dessus. Donc voilà comment je suis arrivé au Red Star. Alors là, au Red Star, c'est complètement différent, parce que là, paradoxalement, on était au même niveau, puisqu'on était descendu en CFA, on était au même niveau, dans la même division en plus, dans le même groupe, pardon. Mais là, c'était beaucoup plus pro, c'était beaucoup plus carré, beaucoup plus professionnel, avec des moyens qui étaient largement supérieurs, mais avec un fonctionnement qui était forcément différent. Je n'avais plus cette relation où, à Villemomble, je savais pertinemment que je décidais de tout. Ouais. J'arrive au Red Star, en fait, hormis l'équipe, mais je décide de rien. J'ai un attaché de presse, j'ai un directeur général, la seule chose que j'ai pu faire, c'est constituer mon équipe au niveau du staff. L'équipe en elle-même, je ne l'ai pas construite, parce qu'il y avait des personnes qui devaient charger du recrutement, etc. Donc voilà, c'était vraiment des choses qui étaient complètement différentes. Et moi, c'est ce que m'a dit la personne qui m'a fait venir, François Gilles. Elle m'a dit, tu verras, ça va te préparer à ta suite. Et ça a été exactement ça, parce que il fallait tout faire à l'époque. Enfin, il fallait tout faire. Quand j'étais à Villemont, il fallait tout faire. Là, on s'occupait de tout. En revanche, je n'avais plus cette relation que je pouvais avoir avec les joueurs où la relation avec le joueur a complètement changé. D'accord. Elle a complètement changé vis-à-vis de... je n'avais plus cette, j'allais dire fraternité, cette camaraderie.
C'était vraiment très pro. C'était vraiment très pro. Avec des conflits à gérer que je n'avais pas quand j'étais à Villemont parce que je décide de tout. Euh, des aspects comme le fait que les joueurs étaient payés. Et ils ne faisaient que ça. J'avais pratiquement que des contrats fédéraux. C'était leur travail, mais une relation différente. Une vraie relation différente. Donc je mettais quelque part le pied dans ce monde professionnel. Donc ça a été 2 années qui ont été hyper enrichissantes sur le point de vue dans mon rôle d'entraîneur. Parce que sur la première année, ça a été très difficile. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le club avait été déclassé en CFA2, plus repêché. Donc quand j'arrive, on est en CFA2. 15 jours après, sans avoir fait un seul entraînement, je suis déjà en CFA. J'avais déjà gagné, ouais, j'ai fait monter le club en CFA. Donc on est en CFA, mais avec une équipe de CFA2. Donc il a fallu réajuster en cours d'année, donc c'était une année difficile. On arrive quand même à se maintenir. Et l'année suivante, effectivement, donc j'ai la main un peu plus sur l'effectif. Donc il fallait construire une équipe pour monter. Il fallait du maintien, il fallait jouer le monter l'année suivante. Donc on fait une année plus qu'honorable. On termine deuxième, il n'y avait qu'un seul accident, mais grâce à la repêchage, on monte en national. Voilà. Au même moment, un mois avant, je rencontre les dirigeants du Paris Football Club qui me disent, voilà, ils veulent construire un nouveau projet avec une équipe avec des joueurs franciliens parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui venaient de l'extérieur, ça ne matchait pas. Donc on me propose un projet sur 2-3 ans pour construire cette équipe-là. Donc voilà comment j'arrive au Paris Football Club. Mais je ne fais qu'une année. Je ne fais qu'une année parce qu'il y avait une guerre intestine entre un président et un autre qui allait prendre la place. Donc voilà, c'était très compliqué. Donc voilà, donc là on arrive en 2012 où je ne faisais que ça. L'année se termine au Paris FC. On décide de couper court à notre relation, hein, parce qu'en fait, c'est un président qui m'a fait venir, c'est l'autre président qui est devenu président. Alors, très gentleman, hein, ça se passe très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il me dit que je ne rentre pas dans ce projet-là, ce que je peux entendre, parce qu'ils allaient faire autre chose. Donc, au mois de juillet, début juillet, on coupe notre relation. Donc, qui dit mois de juillet dit aujourd'hui tous les clubs ont un entraîneur, donc je me retrouve sans club. Et là, je me retrouve au chômage pendant 6 mois. Ça m'allait très bien. Ça m'a pas dérangé parce que j'ai coupé avec 12 années intenses où ça a été très compliqué. Arrive au mois de décembre, j'ai un ami, Kamel Bousseliou, qui me dit, qui était au club du Blanc-Nil. Il me dit, voilà, j'ai repris le club, on est en DH, on est dernier, c'est compliqué, l'entraîneur a pris 9 mois de suspension, viens me donner un coup de main. J'ai jamais pris d'équipe en cours d'année, donc j'ai jamais fait et ça m'intéressait pas. Et en plus, je passais du national en DH. Je dis, j'ai aucun intérêt, je vais attendre l'année prochaine, ça se décantera. Et il insiste, hein, il joue sur la fibre amicale. L'enfoiré. Et il réussit avec un travail au corps, il réussit à me faire changer d'avis. Je me dis, pourquoi pas? Voilà, en cours d'année, on va essayer, on va voir. Et j'arrive au Blanc-Nil. Et là, je retrouve des valeurs humaines que j'avais connues avant, à Villemont ou au Stade de l'Est. Et ça me plaît. Avec des joueurs qui ont faim, qui aiment leur club, qui veulent s'en tirer. Et je suis venu une ou deux fois les voir jouer, et je sentais quand même qu'il y avait un potentiel. Alors ça ne matchait pas, je ne sais pas pour quelle raison, et j'arrive en décembre, donc en plein milieu d'année, dans un club. Alors je retombe dans un fonctionnement complètement amateur, c'est-à-dire même plus amateur que lorsque j'ai commencé à Villemont. Donc des joueurs qui arrivent en retard à l'entraînement, des choses comme ça, qui pour moi c'est juste impossible. Donc on remet les choses d'équerre, et je leur dis, voilà, j'ai accepté la mission, mais voilà comment je fonctionne. On est au mois de décembre, vous n'avez que 31 janvier, pour savoir si vous allez filer droit ou alors c'est pas la peine. Et là, adhésion complète. Adhésion de tous les joueurs. Un ou deux joueurs peut-être ont lâché rapidement parce qu'ils n'avaient pas cet état d'esprit-là, mais ils sont partis. Mais on enchaînait sur le reste. On a eu les premiers matchs assez difficiles parce que malgré des choses assez cohérentes,
On n'arrive pas à accrocher la victoire, et puis après, c'est parti. Donc, on est parti en boulet de canon. On a fini finalement 4e, alors qu'on était dernier à la trêve, avec des joueurs vraiment qui sont rentrés dans le mood. Arrive le mois d'avril, avril 2014, le nouveau maire du Blanc-Ménil m'appelle. Il me dit, voilà, Alain, je connais votre parcours, je sais pertinemment que votre but n'est pas de rester au Blanc-Ménil, mais moi, j'ai plein d'ambitions pour le sport au Blanc-Ménil. Et j'aimerais que vous veniez ici. Il me dit, je lui dis, bon, ça doit être un politicien, donc il parle comme ça, je fais pas attention. Il me rappelle un mois après, on discute, etc. Et il arrive à me convaincre sur le fait que, comme le club ne pourrait pas me payer, il m'embauche à la ville. D'accord. Voilà comment j'entre dans l'administration. Ok. Il m'embauche en tant que responsable des équipements sportifs. Donc voilà comment j'avais un travail la journée, et le soir j'étais au club du Blanc-Ménil. D'accord. Voilà comment pendant 2014 jusqu'à il y a un mois, j'étais au Blanc-Ménil. Le Blanc-Ménil, ça a été aussi une belle aventure humaine. Honnêtement, c'est une très belle aventure humaine. J'en ai été l'entraîneur de 2014 à 2020. On a réussi à aller jouer en National 3. On a fait un 32e Coupe de France contre Nantes. Encore une fois, même sportivement, si ça a été avec des hauts et des hauts et des bas, j'ai franchement eu une belle aventure humaine. Maintenant, moi, en tant qu'entraîneur, sans doute peut-être que le fait de travailler la journée, je vais pas dire moins de passion, mais j'en demandais beaucoup moins aux joueurs. D'accord. Alors ça tombait bien parce qu'avec la mentalité qu'il y avait de ces joueurs-là, sans doute si j'avais gardé la même exigence qu'auparavant, ça n'aurait pas pu le faire. Mais je sentais que, je sentais que j'avais moins d'entrain. Arrive 2020, le confinement. Et là, la révélation pour moi. J'ai découvert qu'il y avait une vie en dehors du foot. En dehors du foot. Je suis à la maison. Pour moi, le confinement se passe super bien. Je suis avec la famille. On est H24 ensemble. J'ai une forêt. Je savais même pas que j'avais une forêt derrière moi. Je dis, c'est beau et tout. Je pars. Alors, entre-temps, j'ai eu un petit garçon. Je passe du temps avec lui, un petit peu avec les grands. Et là, franchement, je me suis dit, je vais faire un break. Je vais pas reprendre pendant une année. Et en fait, de break, je n'ai plus jamais remis mes pieds sur un terrain. Parallèlement à ça, j'ai continué donc ma vie, mon job en tant que responsable. Puis après, je suis passé directeur des sports. Et voilà comment je suis entré dans l'administration, qui aujourd'hui m'amène à directeur des sports et de la vie associative à l'Évêque-Gargan depuis peu. Voilà mes devis en tant que professionnel. Maintenant, dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire ma famille, donc j'ai mon épouse exceptionnelle parce qu'elle a réussi à vivre avec moi et non pas le contraire. J'ai 3 enfants, 2 grands qui ont aujourd'hui 26 ans bientôt et 23 ans, et une petite surprise de 10 ans qui n'était pas prévue. J'ai tendance à dire aujourd'hui que j'ai une dette en fait envers mes grands-enfants, les plus grands, parce que je les ai pas vus grandir en fait. C'est ma femme qui les a gérés. Moi, pris toute la journée, tous les week-ends sur les terrains. Alors, ils m'en ont jamais voulu. Ils me l'ont en tout cas jamais dit. Mais je sais que j'ai entre guillemets cette dette morale vis-à-vis d'eux. Parce que je n'ai pas été le père que je suis avec le petit aujourd'hui. Je vais vous donner une anecdote. Juste après le Paris FC, voilà, donc je termine, ça va être 2011-2012, je crois, de mémoire. Non, 2013, pardon. Donc on arrête notre contrat au mois de juillet, alors qu'il me restait 1 an de contrat, mais on se met d'accord. Et puis je pars en vacances avec les 2 grands, le petit n'était pas encore là. J'arrive à l'aéroport à Roissy, ils sont installés, et puis j'entends, voilà, le vol à destination de Punta Cana, il faut partir. Donc les 2 se lèvent en même temps, ils me font la bise. En fait, ils n'avaient pas compris que je partais en vacances avec eux. C'est fou. Ouais, je suis jamais parti en vacances avec eux. Et là, je dis, oh. En fait, ils n'avaient pas compris que je partais en vacances. Ils pensaient que je les accompagnais. C'est fou, incroyable. Ouais, je suis jamais, ouais.
Donc voilà, et là, ça a été un déclic. Je me dis, ouais, j'ai loupé quelque chose. Euh, donc en fait, je n'ai pas reproduit ce schéma-là avec le petit. D'accord. Avec lui, j'ai passé du temps et le fait d'arrêter le foot m'a permis de le faire. Donc aujourd'hui, alors maintenant ils sont grands, hein. Ils sont étudiants pour l'un, l'autre qui va rentrer dans la vie active pour le plus grand. Euh, mais voilà, pour le petit, je l'accompagne quand il va à la piscine, je l'accompagne quand il va à son basket. Voilà, je fais les choses qu'un père normal fait aujourd'hui. En fait, ma femme a joué ce rôle-là pendant longtemps avec les deux grands. Et, euh, et là, pour ça, je remercie la mère qu'elle est parce que vraiment, elle a été Merci à elle. excellente. Merci à elle, ouais, merci à elle. Ouais. Donc voilà, voilà comment on arrive à ces 56 ans où aujourd'hui, voilà, je profite un peu plus d'eux. Même si aujourd'hui j'ai de nouvelles fonctions, voilà, je suis épanoui en tant qu'homme. Je n'ai jamais émis l'envie de retourner sur un terrain en tant qu'entraîneur, mais jamais. J'ai eu des sollicitations. Souvent, on me dit mais si le PSG t'appelle, et je réponds par cette pirouette en disant le PSG m'appellera jamais. Donc voilà, c'est facile de répondre, mais voilà, c'est tout ça pour dire que là, C'est la même flamme. Ouais, exactement, elle n'y est plus du tout. Voilà, D'accord. voilà. Donc voilà, pour ce court résumé de 56 années de vie qui évidemment était bien plus riche que j'ai pu expliquer aujourd'hui. Évidemment, c'est compliqué de résumer 56 ans de vie en une heure. J'aimerais revenir, si tu le veux bien, sur ton adolescence. Et tu nous dis qu'à 13 ans, tes parents vous quittent et partent au Cameroun. Comment tu vis à ce moment-là les choses? En fait, on n'a pas le temps d'y penser. On n'a pas le temps d'y penser parce qu'il y a la réalité qui rattrape. Alors, je l'ai su 45 ans après, ce que ça a engendré en moi. Je m'explique. Dans notre culture africaine, ça n'existe pas de se dire on va consulter, on va voir un psy. D'accord. Pour essayer d'expliquer le pourquoi de je suis pourquoi de l'homme que je suis aujourd'hui. Quand on me voit, on a tendance à dire la première fois, oh il est froid, il fait peur, il est grand, il est hautain, tout ça. Mais en fait, ce sont juste des façades, des barrières que je donne l'impression d'avoir parce que il a fallu grandir dans la difficulté, mais sans jamais se plaindre. Okay. Mais quand je dis à mes enfants aujourd'hui, il y a des fois où je ne mangeais pas. Ils n'arrivent pas à me croire. Quand je dis à mes enfants que j'allais prendre mon vélo, je faisais 20 km pour aller dans un champ de maïs, pour aller voler du maïs, pour ramener à la maison pour manger. Ils ne me croient absolument pas. Qu'il m'est arrivé de dormir dehors parce qu'il y avait des difficultés qui ont fait que, voilà. Wow. Pour eux, c'est juste impossible. Je le dis facilement aujourd'hui, alors que je l'ai tué pendant plus de 30 ans. Je le dis facilement aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ce qui m'a permis de grandir. Quand j'ai 13 ans, quand mes parents partent, en fait, ils nous expliquent que leur travail, ils l'ont fait, c'est de nous emmener en France pour apprendre, pour étudier, pour être dans de meilleures conditions d'épanouissement. Donc moi, je le vois comme ça. Mais effectivement, encore une fois, je le dis, j'ai la chance d'avoir un environnement sain autour de nous. Si je suis dans une cité pourtant, je suis à Bondy, au marché, c'est une cité comme une autre, donc avec tout ce qui peut s'y passer. Mais j'ai des grands autour de moi, des grands frères. Pourtant, ils sont italiens, ils sont antillais, ils sont beurre, ils sont africains, qui nous prennent sous leur coupe, qui nous empêchent de faire des conneries. Pour moi, c'est... j'ai un grand frère italien qui me dit... il m'amène chez lui, comme ça, on discute. Et il fumait à l'époque. Et je le vois fumer, je lui dis, est-ce que je peux essayer parce qu'un gamin de 13 ans, 14 ans, il a envie d'essayer tout, il a envie de tout essayer. Et en plus, il n'y a pas de parents à la maison, donc il peut se permettre de... Et en fait, il ne me dit pas qu'il ne veut pas que je fume. Il me donne une cigarette de son père. Gitane maïs sans filtre. Ah ouais. La pire cigarette qui puisse exister sur Terre. Il me la donne, je prends une taffe et je tombe malade.
j'ai plus jamais mis une cigarette dans ma bouche. Non. Donc, il l'a fait sciemment, tandis que lui fumait des Marlboro, des Camel, je sais plus quoi. Il l'a fait sciemment. Ça a été sa manière de me dire, ne fume pas. Voilà. J'ai des exemples comme ça, j'en ai à l'appel où, lorsque je devais faire une connerie, bon, mes enfants verront peut-être ce podcast, tant pis, c'est le moment de leur dire les choses. Il m'arrive une fois où j'ai la pression sociale, où il y a des nouveaux survêtements, de nouveaux habits, etc. Moi, j'avais toujours les mêmes, bref. Et puis, je vois un moment un survêtement dans un magasin, mais je peux pas me l'acheter, survêtement Nike, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais le prendre, je vais le mettre sous mon manteau et je vais courir. Je vais le voler. Et en fait, encore une fois, c'est la chance que j'ai, c'est que je sors du magasin, ça sonne, mais je cours. Et le responsable du magasin arrivait à ce moment-là. Et il m'attrape comme ça. Et moi, j'étais paralysé, en fait. Parce que j'ai pas cette âme de voleur de me sauver des... Je suis resté paralysé. Pourtant, je crois que j'étais plus grand que lui, hein. Ah ouais. Mais j'étais paralysé, j'ai pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? On m'emmène au commissariat. Qu'est-ce que je tombe... Pourtant, j'avais quoi, 18, 19 ans, ouais. Au commissariat, je tombe sur un inspecteur ou un agent, je ne sais pas ce qu'il était exactement, mais j'avais connu parce que je l'avais connu sur un terrain de foot. Il me reconnaît. Et il me fait la morale. Il me fait la morale. J'aurais pu avoir une inscription sur le casier judiciaire. Non, il me fait juste la morale. Mon grand frère vient me chercher. Il me démonte, évidemment. Mais l'inspecteur lui dit, je sais que votre frère est un bon garçon. On va faire une croix sur ça, mais je ne vais plus jamais le revoir. Je ne suis plus jamais retourné dans un commissariat, à part pour faire mes papiers. Donc, on est... voilà, encore une fois, j'ai eu dans mon malheur, parce que c'est vrai qu'on peut considérer ça comme un malheur de se dire, on se retrouve livré à nous-mêmes alors qu'on est jeune. Mais dans mon malheur, j'ai toujours eu de la chance. J'ai toujours eu de la chance. Donc, parce que des gens qui m'ont toujours rattrapé, m'ont tendu la main, et ça a été important. Donc, effectivement, pour revenir sur la question, on ne se pose pas la question. On va à l'école, on va au foot, on va jouer au foot, on va jouer avec les copains à la cité, c'est tout. Voilà, on est en difficulté, on a des fins de mois difficiles. Enfin, les fins de mois ont commencé le 5 pour moi, mais voilà, on arrivait malgré tout à vivre et on ne se pose pas de questions. Mon frère part, mon grand frère part. Moi, c'est arrivé presque simultanément parce que j'ai eu mon grand frère qui est parti vivre sa vie et mon petit frère qui est parti au Paris Saint-Germain. Mais encore, il a failli ne pas partir parce qu'il s'est dit, je veux pas lâcher mon frère. Donc, sachant que mon grand frère, lorsqu'on était, mes parents venaient de partir, il a 18-19 ans, Didier Kouekou, directeur sportif de Bordeaux, vient à la maison en lui disant, je veux que vous veniez signer à Bordeaux. Il dit, je peux pas, je dois m'occuper de mes frères. Donc, imaginez le sacrifice que mon grand frère a pu avoir pour nous. Donc voilà, dans tout ça, c'est comme ça que je me construis, quoi. C'est-à-dire à jamais se plaindre. Ma femme le reproche encore aujourd'hui, parce que même si j'ai mal quelque part, jamais je vais dire j'ai mal. Si je souffre, jamais je vais dire je souffre. Je m'ouvre un peu plus aujourd'hui, grâce à quelques séances de psy. J'arrive un peu plus à m'ouvrir aujourd'hui, mais voilà, j'ai toujours cet esprit-là où il y a plus grave. Il ne faut pas se prendre la tête pour si peu, parce que c'est comme ça que je me suis construit. Voilà. Ok, félicitations, parce que franchement, c'est pas facile. Si tu permets, je vais rester dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant, surtout qu'il y a vraiment beaucoup de valeur autour de ce que tu racontes. À cette époque-là, donc tu étais aussi scolarisé. Oui. Quelle était la relation avec les profs? Parce que j'imagine qu'eux savaient aussi que tu n'avais pas de parents présents avec toi. Oui, ils le savaient, parce que mon tuteur était mon grand frère, donc forcément, ils le savaient. Alors, à l'école, quel genre d'élève j'étais? J'avais toujours cette appréciation sur mes bulletins, peut mieux faire. Voilà. Des capacités, mais j'allais jamais chercher. Avec du recul, je me suis rendu compte, et j'en suis sûr aujourd'hui, que beaucoup de mes professeurs ont été indulgents dû au fait de ma situation. On essayait toujours d'aller chercher. On ne faisait pas un cas particulier de ma personne, mais je reste persuadé qu'ils faisaient quand même
Ils avaient conscience de la situation, donc il y avait de l'indulgence. Évidemment, sur le coup, je le sais pas, hein. Ouais. Mais avec du recul, oui, je reste persuadé. Mais ça va jusqu'au collège. Au lycée, après, c'est autre chose. Puisqu'au lycée, j'ai déjà, je commence à avoir 15, 16, 17 ans. On ne connaît pas forcément la situation. Donc, mais au collège, oui. Au collège, oui, on connaissait ma situation. Donc, il y avait pas mal d'indulgence. Mais mes années collège ont été les plus belles. Quand je pense les plus belles, euh, pas les plus faciles. Alors, je vais donner un exemple. Je suis en troisième. Je fais une année de merde. Une année scolaire de merde. Passez-moi l'expression. Euh, à l'époque, il y avait. Donc, on me propose le redoublement. Et mon frère, il me dit, chez nous, personne ne redouble. À l'époque, il y avait le rattrapage qui se passait 15 jours après sur 3 épreuves. Donc, il y avait maths, français et histoire géo, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Donc, en 15 jours, mon grand frère m'a fait passer l'année scolaire. Ah ouais. Tout le programme scolaire de maths, de français, il me l'a fait passer en 15 jours. On a été 2 dans l'académie de Paris Créteil Versailles. On était 2 à l'avoir réussi ce passage-là. Voilà comment je me retrouve en seconde. Alors que j'ai rien fait en troisième. Je suis en troisième, ouais, j'ai 14 ans, je vais en boîte de nuit. Encore une fois, j'aurais pu partir en vrille, mais dans tous les sens. Et à chaque fois, j'ai été rattrapé par ou la famille ou les amis, etc. Mais voilà, je suis assez costaud, je suis assez grand. Donc je vais en boîte de nuit à 14 ans, je passe. Pour dire, les personnes qui m'accompagnaient, des fois ils se faisaient refouler, mais moi je passais, alors qu'ils étaient adultes. J'avais ce gabarit-là qui le permettait. J'étais évidemment pas sérieux à l'école, mais je faisais le minimum. Mais c'était pas dû à ma capacité. En fait, mon grand frère comprend que je suis en souffrance, mais je ne le dis pas. D'accord. Donc il m'a dit, en revanche, voilà, chez nous on ne redouble pas. Et donc pendant 15 jours, du matin jusqu'au soir, j'ai fait tout mon programme scolaire. Après, je me suis dit, pourquoi faire aller une année à l'école si je peux tout faire en 15 jours? Mais, mais ouais, non, c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup d'indulgence au niveau de mes professeurs au collège. Après, au lycée, les cartes sont rebattues et on regarde plus ça. Donc, c'est pour ça que mon année de seconde est compliquée. Elle est compliquée parce que je continue à être et puis et je la suis pas. Mais ça a été un bien pour un mal de redoubler ma seconde parce que ça m'a mis un petit coup dans la tête, de voir les autres avec qui j'étais allé plus loin et puis moi me retrouver avec des plus jeunes. Ouais, ils avaient un an de moins, mais donc voilà. Mais au moins ça m'a donné un coup de fouet et ça m'a fait repartir après par la suite. Très souvent dans les redoublements, on se dit très souvent ce sont des échecs les redoublements. Mais en fait pour moi ça a été un mal pour un bien. D'accord. Voilà. Tu nous disais juste avant que le 5 du mois, c'était déjà la fin du mois. Ouais. Est-ce que toi, en tant que, on va dire, jeune adolescent, tu es conscient de ce qui se passe ou pas vraiment? Ouais, parce que quand j'ai 14 ans, je vais travailler sur les marchés. Parce que je sais qu'il faut ramener de la nourriture à la maison. Je vais travailler sur les marchés, comme je te disais, je prenais mon vélo. Là, pour la petite histoire, j'habitais Bondy, je traversais tout le canal et j'allais dans le 77, là où j'habite aujourd'hui. Je me souviens les champs où j'allais prendre du maïs pour le ramener à la maison pour manger. Donc oui, j'ai conscience de cela. Alors, je me dis, pour me rassurer qu'à l'époque, je chapardais du maïs. Mais j'étais incapable d'aller dans un magasin pour voler. Donc ça c'est bien. Mais oui, on allait faire. J'allais travailler sur le marché les mercredis, les samedis matins, pour pouvoir ramener à manger, surtout à mes frères. Mon grand frère travaille aussi à côté. Oui, cette conscience-là, oui. On a été assez. Enfin, par certains moments, se dire, je sais que j'aurai un repas par jour, donc on essaie d'avoir un bon repas. Je connaissais tous les prix. Très tôt, j'ai été confronté à la réalité. Aujourd'hui, je demande à mon fils, je demandais à mes garçons qui avaient 15, 16, 17 ans, le prix d'une baguette, ils ne connaissaient pas. Moi, je connaissais le prix d'un papier toilette, etc. Donc oui, très vite, on a conscience de cela. Ouais. Est-ce que durant cette période-là, tu as eu des exemples ou des gens qui t'ont pris sous son aile et aujourd'hui, tu en es entièrement reconnaissant? J'en ai à l'appel. Des gens qui nous ont permis alors, comme ça à la volée, des gens qui nous ont toujours accompagnés. J'ai les Fairwell qui sont partis en Bretagne, mais
qui venaient nous chercher pour aller au foot, la maman qui me faisait à manger, j'ai les bordis, tout ça, il y avait tout. Il y a les mycosies, les Esaoui. Alors, c'est marrant parce que je donne le nom des Esaoui aujourd'hui, c'est mon dentiste. Je parle de mycosie, c'est celui qui empêchait de fumer. C'est les bordis, parce que lui, c'était Eric, c'était un grand frère. Lui, pour le coup, il me mettait vraiment des tartes lorsque je faisais une connerie. Enfin, il y a vraiment... J'en ai à l'appel des gens qui nous ont accompagnés, la famille Latreille. Si je dis Latreille aujourd'hui, c'est mon banquier. Donc voilà, on est resté dans un cercle. Et puis tous les gens que j'avais au Stade de l'Est, j'ai la chance franchement d'en avoir de beaucoup qui nous ont aidés, qui m'ont aidé en tout cas. Ouais, comme quoi, dans ces difficultés, bah, il y a eu des bonnes choses et des fois, on peut dire qu'il y a eu un mal, ça peut devenir un bien. La phrase que j'ai toujours de ma regrettée maman, c'est à toute chose malheur est bon. Voilà. Donc effectivement, c'est exactement ça. D'accord. Maintenant, revenons un petit peu au foot. Enfin, tes premiers souvenirs de foot, c'était quoi? En tant que joueur, le premier souvenir de foot, c'était Joueur à la télé, ce que tu, enfin, tes ah, premiers d'accord, souvenirs. ok. Alors, c'est pas tant en tant que joueur, mais c'est vraiment les souvenirs à la télé. C'était le football allemand. Les matchs, c'était téléfoot. J'attendais le dimanche le téléfoot qui passait à la télé avec les buts allemands. Alors, bon, c'était quelque chose qui me... J'avais une idole. Ma première idole, c'était un joueur de Mönchengladbach, Allan Simonsen, c'était un Danois. Oui, c'était un Danois, je crois. J'adorais ce joueur-là. C'était vraiment le premier joueur qui me faisait rêver. C'est quel poste? Il jouait au milieu de terrain. D'accord. À l'époque, moi aussi, j'étais milieu de terrain. Je suis arrivé plus tard défenseur, mais j'étais milieu de terrain aussi. Mais j'attendais tous les dimanches pour voir les résumés dans Téléfoot de ce qu'il faisait. Le foot allemand, c'était quelque chose de spectaculaire. Ça, c'était pour mes premières images de foot. La deuxième image que j'ai en tête, c'était ma première chaussure de foot que mon père m'a offerte. C'était une chaussure, la marque Patrick, qui est revenue après dans le... Mais c'était une chaussure Patrick. Non, n'importe quoi. La marque, c'était Hungary, qui est devenue après Patrick. D'accord. C'était une chaussure noire avec 2 bandes vertes et un H au milieu. C'était moche, mais c'était ma première chaussure de foot. Et là, je l'ai vu comme quelque chose d'exceptionnel dans tout ça. Et la troisième, c'était un voyage que j'avais fait avec maman. On était parti voir un ami de la famille qui jouait à Tours. Alors, quand je vais te donner le nom, tu vas dire, bah oui, je connais, c'est Roger Mila. On était parti à Tours pour aller voir un match. Je crois que c'était mon premier match dans un vrai grand stade de foot. J'étais encore gamin. Et voilà, c'était mes premiers souvenirs en tant que dans le foot. Après, j'ai eu la chance d'en connaître bien d'autres, mais et puis si aussi, si je devais en mettre un autre, c'était mes premiers pas au Parc des Princes avec mon oncle. En quelle année, c'est à peu près? Allez, ça doit être 60. Non, c'est des années début 80. Début 80, quand j'allais au Parc des Princes, je devais avoir 14-15 ans, ouais. C'était mon oncle, paix à son âme aussi, qui m'emmenait, qui nous emmenait, parce qu'il était très pote avec Toko, l'ancien joueur du PSG. Toutes les fois qu'on pouvait aller au parc, et je me rappelle que on y allait sans passer par les caisses, parce qu'on venait presque en même temps que les joueurs, mais je restais dans le stade. Après, j'attendais d'avoir une place qui était libre dans le stade pour pouvoir m'y installer. Voilà, c'était vraiment des super bons souvenirs aujourd'hui. Ouais. D'accord. Comment tu vois l'évolution du foot, étant donné que toi, tu as commencé très tôt, enfin, il y a un certain nombre d'années, jusqu'à l'évolution vraiment en tant que joueur, entraîneur. Comment tu as vu l'évolution et comment tu l'as vécu et comment, on va dire, tu t'es adapté? Alors, l'adaptation, j'ai fait que ça. J'ai fait que ça. En tant que joueur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas le plus gros travailleur en tant que joueur. J'avais une qualité, c'était mon pied droit. Et je jouais là-dessus. Je jouais là-dessus. Mon pied droit et ma vision de jeu. Voilà. Même mon gabarit,
je jouais pas dessus, puisqu'on me l'a souvent reproché, on me l'a longtemps reproché, pardon. Donc en tant que joueur, c'était un joueur qui jouait avec ses qualités et c'est tout. Je voyais autour de moi des joueurs qui étaient sans doute avec moins de qualité, mais qui étaient beaucoup plus travailleurs, qui en voulaient beaucoup plus, qui mentalement se préparaient à faire les choses. Et donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, même si je me l'appliquais pas, je dis, finalement, il faut travailler quand même pour arriver là-haut. Et puis j'ai vu mon petit frère, qui lui avait bien plus de qualité, bien évidemment, mais qui mangeait foot matin, midi et soir. Il se levait le matin, alors je sais pas, hors temps scolaire, il se levait le matin, il allait jouer au foot, il rentrait pour manger, il repartait pour jouer au foot, il faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Ce dont j'étais incapable de faire. Et en fait, j'ai compris plus tard que l'aspect mental était bien plus important qu'on ne voulait le dire à l'époque. Et si je prends ces comparatifs-là, entre mon frère et moi, lui, il voulait vraiment. Il savait ce qu'il voulait. Et donc, je dis ça parce que aujourd'hui, j'apporte un aspect hyper important sur l'aspect mental, ce que je ne faisais pas auparavant. Quand je suis devenu entraîneur, je demandais beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, au fil des années, cet aspect-là tend à disparaître. Alors, pour pas mal de choses, hein, peut-être qu'il y a d'autres préoccupations, les gens ont d'autres préoccupations, les réseaux sociaux en font une partie, les distractions, mais aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment le sentiment que mentalement, on perd en efficacité, on perd en rigueur, on perd dans ce domaine-là. Maintenant, j'ai le sentiment que d'un point de vue global, le joueur d'aujourd'hui est techniquement plus armé qu'il ne l'était auparavant, qu'il est tactiquement mieux formé, qu'il a il a un panel beaucoup plus large pour se former. Pas forcément mieux formé, je m'explique. Lorsque je suis entraîneur, on récupère des joueurs qui avaient fait des centres de formation. J'étais effaré par le manque de culture tactique qu'ils pouvaient avoir, alors qu'ils sortaient d'un centre de formation. On m'expliquait qu'en centre de formation, quand ils étaient en formation, ils apprenaient à évoluer, à jouer, à s'améliorer techniquement, mais tactiquement, j'étais assez dessus. Et beaucoup d'entre eux me disaient qu'ils travaillaient plus tactiquement avec moi lorsque j'étais en CFA2, CFA Villemont, qu'ils ne le faisaient lorsqu'ils étaient eux-mêmes en CFA ou CFA2 dans les arts pro. Ça a été une grande surprise pour moi. Mais aujourd'hui, le panel est beaucoup plus large. Et pour ça, j'en veux pour exemple, des fois ça peut m'énerver des fois. C'est que aujourd'hui, il y a sans doute le plus grand entraîneur du monde, Pep Guardiola, qui a apporté quelque chose, une évolution dans le football. Ce qui me semble compliqué, c'est d'appliquer à un niveau régional, voire départemental, parce qu'on n'a pas les outils pour. Les joueurs ne sont pas les mêmes. Et des fois, ça dénature le jeu. On veut faire des choses pour faire le jeu parce qu'on voit ça à la télé. Mais la situation ne l'impose pas. Si en tant qu'éducateur, tu veux apporter quelque chose à ton équipe, fais-le en fonction de ton équipe. Ne le fais pas parce que tu as vu ça à la télé. Sers-toi de ce que tu as vu à la télé pour te donner un style que tu vas apporter. Certes, mais fais-le si tes joueurs sont capables de le faire. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que l'entraîneur, l'éducateur va dire « Ouais, mais j'ai pas les joueurs pour. » Mais il faut réfléchir différemment. Voilà mes joueurs, ce dont ils sont capables. Qu'est-ce que je peux leur apporter de plus? C'est comme ça qu'elle doit être la réflexion pour moi. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit le credo de tous. Je donne pas de leçons, c'est mon constat, puisque tu me poses la question. Voilà, pour moi, l'évolution, elle est là. Mentalement, je pense qu'il y a des lacunes. En revanche, le joueur aujourd'hui n'a plus froid aux yeux. 16-17 ans, il est capable de jouer en senior, c'est plus un souci parce que il s'en fout. Pas de barrière, tant mieux. Il est capable techniquement de faire beaucoup plus de choses qu'il ne le faisait avant. Voilà, pour moi, c'est ça l'évolution. Mais je tiens quand même à préciser que je me suis toujours refusé quand j'étais joueur, quand j'étais entraîneur, de dire plus tard, je dirais jamais à mon époque c'était mieux. Voilà, je le dis, je l'ai dit tout de suite pour que les choses soient claires. Je vais pas me dire ça. C'était différent. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien. Avant, il y avait des choses qui étaient beaucoup mieux. Voilà, j'ai rien dit. Aujourd'hui, donc tu n'es plus dans le milieu du football,
Comment tu te sens? Quelle est ta vie? Comment ça se passe? Je choque tout le monde. Je choque tout le monde quand je leur dis que je suis plus dans le foot. Pour moi, le seul foot, c'est la télé. Et encore, à la télé, franchement, je le regarde en tant que spectateur. Alors, des fois, c'est vrai que j'ai des relents, des fois, de coachs qui ressurgissent sur moi, où je vois des choses tactiquement, mais aujourd'hui, je regarde vraiment qu'un spectateur. D'accord. Je ne fais plus d'analyse je ne vais plus sur les stades. Cette année, j'ai dû aller voir un match de régional, et c'est tout. D'accord. Ouais. Après, j'ai la chance d'aller. Je suis allé à Madrid voir un match, mais ça s'arrête là, quoi. J'allais au parc anciennement, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, je vais plus voir. Je vais vraiment plus sur les stades pour voir les matchs. Ça se limite à la télé, et c'est très bien comme ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je profite de mes enfants, enfin, surtout du petit, pour pouvoir faire des choses avec lui. Surtout qu'il est très chronophage celui-ci, et ça me suffit largement. Depuis que j'ai arrêté le terrain, je n'ai plus dit une seule fois j'aimerais bien faire une C'est séance. fou, hein. J'aimerais bien diriger un match. Non, non. Ça tente pas. Non, ça te manque pas, ça me manque pas du tout. Et je me dis qu'en plus, je me suis arrêté au bon moment parce que je pense qu'à un moment donné, j'aurais tapé un joueur tellement ça m'énerve. Leur mentalité m'énerve. Voilà. Non, non, donc je me suis arrêté à temps. Donc, non, non, ça me manque plus du tout. Voilà, ma vie aujourd'hui me va très bien. Le travail me prend du temps. Le reste, c'est pour la famille. D'accord. Dernière petite question, comment ça va avec tes frères? Ils vont bien, hein? Alors, le grand va très bien. Il est entre l'Allemagne et la France parce qu'il est ingénieur chez Sharp. Il sillonne l'Europe. Il est bientôt à la retraite. Il est bientôt à la retraite, donc il profite de ses années de travail. Patrick, je suis allé le voir il y a 15 jours. Il vit à Rabat maintenant. D'accord. Ouais, il vit à Rabat depuis 1 an et demi. J'ai découvert une super ville, hein. C'est magnifique Rabat, hein, c'est la petite parenthèse. J'arrêtais de chambrer tous mes potes marocains déjà. Parce que, il vit à Rabat, il est heureux, il travaille pour une télé africaine. Donc il commente tous les matchs, Champions League, Cannes, Euro, etc. Donc il est très bien là-bas. Et ma petite sœur, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, ma petite sœur qui vit ici en France, dans le 95, qui travaille dans l'aéroport à Roissy, tout le monde va bien, voilà, tout le monde se passe bien. Je peux parler de ma petite sœur parce qu'elle, au contraire de nous, elle n'est pas restée en France. Elle est restée avec les parents, comme c'était la fille de son père. Donc elle est repartie, elle était jeune quand elle est repartie. Elle avait 5 ans, donc nous on est restés tous les trois, mais elle est repartie vivre le luxe avec mes parents, tandis que nous, c'était la casse. Super. Écoute, là, on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, c'était super, toutes les anecdotes. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des conseils, comme tu as quand même été un acteur dans le football et que c'est quelque chose que tu connais assez bien, pour ne pas dire très bien même, si tu peux donner des conseils, soit aux futurs coachs, ou aux futurs joueurs, ou aux joueurs actuels, ou aux actuels entraîneurs. J'ai envie de dire, alors, pour les joueurs, alors, je ne veux pas être prétentieux en disant que je vais donner des conseils, je vais plutôt donner mon point de vue. Pour les joueurs aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, ils ont un panel tactique, technique, qui leur permettent d'évoluer à un niveau assez intéressant. Maintenant, il y a 2 choses. Le premier, de ne pas se laisser polluer par tout ce qui est autour du foot. Là, je parle des aspects financiers et autres, parce que ça, c'est une vraie pollution. Et la deuxième, c'est de toujours cravacher, et que les échecs font partie de la réussite. Ça, c'est vraiment les choses si je pouvais me permettre de leur dire, voilà, travailler, avec objectif, parce qu'il ne faut pas empêcher aux jeunes de rêver, hein. S'ils ont ces objectifs, de donner tous les moyens. Si ça ne réussit pas, au moins on aura tout donné. Voilà. Et pour les éducateurs, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, prenez chez tous les entraîneurs, à la télé, vos entraîneurs, les éducateurs que vous avez eus, prenez de partout, il y a de quoi prendre, mais faites-vous votre propre idée de football. Et surtout, adaptez-vous aux joueurs que vous avez. Voilà, ça, c'est la seule chose que je pourrais leur dire. Parce que si on fait le contraire, il y a forcément un moment donné où ça ne va pas matcher. Donc voilà, c'est la chose que je pourrais leur dire. Quoi qu'il en soit, éclatez-vous, faites-vous plaisir, amusez-vous. Le foot, c'est top. Tant que vous l'aimez, tant que vous avez cette passion-là, allez jusqu'au bout de celle-ci.
Super, bah écoute, merci beaucoup Alain de t'être Merci à vous. livré, Mm. de nous avoir un peu raconté ta vie. Franchement, c'était hyper intéressant, merci. Ah, si ça peut intéresser tout le monde, tant mieux. Et merci pour les auditeurs de Ouais. nous avoir écoutés jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Et on vous dit à très vite et À à très bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.